Hop, On est parti, quelle excitation. Ça fait longtemps que j'ai pas fait les vidéos. Bonjour Rafi, bonjour José Lito. salut Philippe. On a un Salut invité Philippe. aujourd'hui. Ouais. Je te présente Rafi, José Lito, qui est Enchanté, Rafi. probablement le premier client de Poppy Gico en 2014. Enchanté. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est Philippe quoi était ça? très très convaincant. On a fait un meeting ensemble. Il m'a fait un compte rendu. J'ai lu le compte rendu. J'ai dit merde. Il a pas seulement résumé les questions, il a résumé les solutions directes. Il était brillant. J'ai tout de suite aimé. Alors Beaucoup Rafi, toi t'es changé. qui? Raconte-nous qui tu es. Parce que j'ai pas beaucoup parlé de toi, José Lito. Un petit peu, une petite Ouais. allusion de temps en temps, mais j'ai pas fait la bio. Alors comment tu te présentes toi d'habitude? Moi, Ça je fait dis que je trop suis de un trucs. entrepreneur. Ouais, je suis entrepreneur. En général, je suis entrepreneur. J'ai des passions et j'essaie avec ces passions d'en vivre. Alors, de temps en temps, j'y arrive pas et de temps en temps, j'y arrive. En tout cas, je suis toujours avec des idées et de les mettre en route, de les rendre réelles, de faire passer le rêve à la réalité, quoi. Et donc, c'est un peu ça le travail de l'entrepreneur. C'est ça depuis 20 ans, quoi. Depuis que j'ai 20 ans. Depuis Depuis que je suis l'école. sorti d'école. Ouais, depuis que je suis T'es sorti sorti d'école. à 20 ans? J'étais diplômé, ouais. J'étais diplômé ingénieur à 21 ans et j'ai commencé à travailler donc avec le stage de fin d'année. Et ça a duré 2 ans de travail en entreprise. Et ensuite, ça y est, j'ai quitté. Je me suis dit, le monde de l'entrepreneuriat m'accueille, j'y vais. Et alors, je savais pas dans quoi j'allais tomber, hein. L'entrepreneuriat, c'était un rêve. Et tu te rends compte, tu voulais travailler moins et gagner plus, dans l'inverse. Bon, à long terme, au bout de 15 ans, ça commence, 15-20 ans. Ouais, voilà, faut vraiment être entrepreneur. Ça demande beaucoup d'aimer ce qu'on fait. C'est en aimant ce qu'on fait qu'on va lui donner autant de temps et d'énergie. Et du coup, ça peut payer ou pas, mais en tout cas, pendant que tu fais ce que t'aimes, t'es bien, Alors là, t'es tu me libre. donnes. J'en Ouais. profite pour te poser une question. Comment tu fais quand tu aimes tout? Bah alors, tu apprends à te concentrer, à te focus. Parce qu'aimer tout et passer de l'un à l'autre, c'est ne jamais rien faire. Il faut arriver à un moment à se dire, OK, je laisse les portes ouvertes à l'infini. Au début, quand on est sur un thème, on a une passion, on aime quelque chose, on est sur un thème. Et dans ce thème-là, il y a un monde infini de possibilités. Et petit à petit, les éléments extérieurs, vous, ce que vous aimez, les circonstances, le marché, va faire que des choses vont se mettre en place, des rencontres vont se faire entre ce que vous voulez faire, etc. Et petit à petit, vous allez voir que ça va se figer. Et à un moment là, il faut que vous deveniez expert dans ce que vous faites. Donc, il faut se forcer là à devenir très très bon dans ce qu'on fait et se concentrer là-dessus. Et non plus s'éparpiller. L'éparpillation, elle est bien au début pour tester les choses, laisser la porte ouverte à la chance, etc. Mais à un moment, dès qu'il y a un créneau qui se présente, il faut s'aligner et vraiment se concentrer là-dessus. Et le pouvoir de concentration, c'est quelque chose de très, très important. T'as Moi, compris, j'avais trouvé une Philippe. solution. Comme j'aime tout, je fais une agence. Quand tu aimes tout, tu fais une agence, voilà. Quand tu fais une agence, voilà, tu Mais peux t'essayes de sur un devenir fort domaine en donné, agence. t'es toujours sur un domaine donné, mais tu peux justement avoir des expériences riches, ouais. C'est une bonne idée. Mais ouais, le service, c'était un peu mon. C'est une solution par défaut parce qu'on a du mal à choisir, quoi. Ouais, Bon, alors, j'ai un truc en tête sur lequel ouais. je voulais que tu nous en racontes plus aujourd'hui. J'ai retenu ça, je crois que tu m'as montré ça en 2014, un des tout premiers rendez-vous. Je sais pas si c'était dans le compte rendu. Euh, Tu m'avais épaté avec ton histoire de boulangerie data-driven. Tu avais raconté ce que tu faisais comme calcul pour prévoir tes croissants. Et en gros, Ouais. j'aimerais que tu m'expliques un peu les détails de ce truc-là. Et ouais, qu'est-ce que tu mesurais en fait comme données et à quoi ça servait en vrai dans le business? Et est-ce que c'était vraiment un impact important sur le business? Ouais, qu'on l'aime ou pas, Amazon, c'est un warehouse et une logistique. Donc le warehouse, on l'a pas inventé. Mais la logistique, par exemple, bon, ça, elle est assez pointue. Donc, j'avais compris en voyant les expansions des sociétés, etc., qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste se contenter de faire ce qu'on aime, qui, moi, c'était faire des gâteaux. Il faut faire des, mais aussi savoir faire du marketing, savoir présenter une marque, la mettre en place, savoir séduire le peuple et aussi
de l'autre côté, avoir une logistique pour pouvoir s'expand. Donc, cette logistique, je l'ai écrit dès le début, c'est un élément qui permet de coordonner les équipes, qui permet de se développer, qui permet de gérer les tâches quotidiennes, les contrôles quotidiens, les alertes, et de mettre tout ça au service de l'entreprise, sans que vous, une fois que c'est en place, vous ayez à faire quoi que ce soit. Donc, en termes d'énergie, ça vous libère complètement et ça vous permet d'avoir de la disponibilité. Avec cette disponibilité, vous pouvez créer autre chose. Vous pouvez continuer à faire grossir le business et c'est en ça que vous devez, en tant qu'entrepreneur, vous concentrer. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, avoir des tâches quotidiennes qui sont encore faites à la mano et penser devenir McDonald's ou Coca-Cola. Donc, l'expansion, elle est forcément supportée par une logistique. Donc, ma petite logistique, elle faisait les contrôles. Donc, elle disait, attention, le shop, il n'a pas… Donc, il y a des tâches, par exemple, tous les outlets, tout le staff, quand ils ouvrent l'outlet, ils doivent cliquer qu'ils ont ouvert l'outlet, ils doivent cliquer qu'ils ont fermé l'outlet. S'ils oublient, c'est qu'ils ont des négligences. Ces négligences sont reported, sont rapportées automatiquement au manager qui voit que le premier croissant vendu, ils l'ont vendu à 8 heures au lieu de 7 heures. Peut-être qu'ils n'ont pas ouvert à 7 heures. Peut-être qu'ils sont arrivés en retard. Peut-être qu'il y a un problème de cuisson. Peut-être qu'il y a un problème de gaz. Donc, un report est nécessaire. Donc, lorsqu'il y a des anomalies, il y a des contrôles qui se mettent en route. Et ces contrôles sont automatiques. Et ça arrive sur le dashboard des staffs. Et ils doivent répondre et remplir des formulaires, etc. Et en faisant ça, ils se sentent très cadrés. Et dans le monde, il y a des leaders, des followers. Le reste, ce n'est pas important. Vous ne cherchez pas à avoir le… Vous cherchez où aller. Et on est tous alternativement, suivant ce qu'on fait, des leaders ou des followers. Quand vous achetez une moto, à l'inventeur de la moto, vous êtes un follower de cette moto et de son constructeur et de ses idées, etc. Et quand vous êtes entrepreneur, vous êtes un leader. Donc, vous voulez que votre staff soit très bien encadré pour qu'il se sente parfaitement en sécurité quand il vous follow. Si personne n'a un problème à follower, à suivre, si le leader est bon. Donc, cette logistique, elle cadrait les gens. Elle cadre les gens, elle leur donne des tâches, elle les fait se sentir sous contrôle, en sécurité. Et ils se sentaient bien, comme ça, à pouvoir supporter des tâches quotidiennes et des tâches grandissantes. Donc, ça a très bien marché. Ça, c'est l'outil côté gestion de tâches. Et sur la Ouais. partie, du coup, tu prédisais les stocks, la production, les ventes? Oui, on avait, ouais. Alors, quelque chose qui est assez simple, c'est que les produits, les ingrédients et les suppliers sont connectés. Donc, les produits sont connectés avec les ingrédients à travers les recettes. Les ingrédients sont connectés aux suppliers à travers les PO, les purchasing orders. Et de cette manière-là, je pouvais savoir, suivant ce qu'on va vendre aujourd'hui, les quantités d'ingrédients qu'on a besoin pour les X semaines à venir et combien on a besoin donc de commander directement au supplier. Ça. En impro, donc ça, et c'était automatique. Côté production et côté prédiction de vente, moi, c'est ça qui m'avait marqué. En gros, tu me disais, on a beaucoup moins de gages que pas mal d'endroits, mais on en produit quasi autant que ce qui peut se vendre. Donc, en gros, en fin de journée, il ne se restait plus rien, mais pas non plus 4 heures avant la fermeture. Ouais. Le but, c'était ça. Et le but, c'était donc, il y a un timing automatique et le staff peut regarder quand ils veulent les ventes qui ont été faites, etc. Et un forecast. Donc, ils peuvent regarder qu'aujourd'hui, le système va calculer qu'avec ce qu'on a vendu aujourd'hui, avec le rythme auquel on a vendu aujourd'hui, on va pouvoir être en rupture de stock à 12 heures, à 16 heures, à 15 heures. Et donc, ils en rajoutent à ce moment-là. Ah, d'accord. Donc, c'était pas tant en prédiction, genre par rapport à l'année d'avant ou quoi, mais c'était juste sur le rythme de la journée, tu vois ta courbe. Si, tu avais de base, de base, tu as le forecast. J'appelais ça le bouton volume. Donc, de base, tu as un forecast qui est établi sur les 2 semaines, les 3 dernières semaines, à peu près, en moyenne, suivant les week-ends, etc. Donc, il y a un forecast comme ça qui est en route et qui permet de savoir les volumes par jour dans la semaine à venir. Donc, ça, c'est obligatoire, ça. Okay. Et ça, c'est en algo ou c'est basique? C'est un algo. Non, c'est pas… Ouais, c'est compliqué. Quand c'est des nouveaux produits, tu veux leur donner une chance. C'est un algo.
quand c'est de nouveaux produits, tu veux leur donner une chance, donc tu acceptes plus de pertes, etc. Ou un bêta, donc une variation plus importante du nombre de produits à produire. Et par contre, si c'est un produit bien stable, etc., tu veux le minimum de pertes, puisque c'est un produit qui est déjà dans la consommation, etc. Donc, c'est un algorithme qui prévoit tout ça. Ouais. Avec des saisons, Ok. est-ce qu'on va arriver en haute saison, en basse saison? C'est pas la même chose. Quand on arrive en début de haute saison, il faut que les forecasts augmentent, etc. Donc toi, tu as Donc, tu as monté tout tout ça, ouais. l'algo solo? Ouais, tout l'algo solo. Ouais. Tout D'accord. l'algo solo et les purchasing orders qui est très, très important parce que ça enlève l'humain, donc ça enlève la faute du schéma. Les purchasing orders, c'est les Ah, commandes aux fournisseurs. tu les Donc, les génères commandes aux fournisseurs automatiquement sont aussi. automatiques, voilà, suivant les forecasts. On sait combien on va avoir besoin de production, donc on sait le stock, donc on sait ce qui nous manque. Donc, automatiquement, le staff clique OK. Ils n'ont Ok. rien à faire. Donc toi, tu as le unfair advantage. Tu étais capable de faire cet algo toi-même, vu que c'était peut-être ta compétence centrale au niveau de ta formation, peut-être. Mais Voilà, du coup, ouais. en termes d'impact business, tu l'évalues comment? Et est-ce que quelqu'un qui n'aurait pas cet avantage de pouvoir le faire lui-même a besoin d'aller aussi loin? Et comment tu arbitres et C'était, est-ce que tu penses que l'impact business est vraiment énorme? Oui, il est énorme. C'est cet outil et ce qui a fait dire à l'investisseur qui a racheté ma boîte, waouh. Parce qu'aujourd'hui, les investisseurs, pour les impressionner, c'est assez difficile. Ils veulent de la transparence, ils veulent des bons résultats, ils veulent du contrôle, ils habitent pas sur le lieu. Souvent, c'est des financiers, ils sont pas intéressés à regarder le travail au jour le jour. Donc, si vous êtes un boulanger qui est là et qui tout le savoir de votre boulangerie est dans votre tête, il ne vous achètera pas la boulangerie. Ouais, Donc, moi, j'ai surtout de la exporté tout ce boulangerie. savoir-là, surtout de la boulangerie. Et j'ai exporté ce savoir. Et au final, le financier, il a un chiffre qui sort sur son app. Et c'est tout. Et lui, c'est ce qu'il veut savoir. Et il veut que tout le reste derrière soit automatisé. Et quand vous arrivez avec ça, ils sont impressionnés. Et c'est la boîte qui a racheté mes boulangeries, j'en ai 6. La boîte qui a racheté les boulangeries, c'est une boîte qui sont en IPO, donc ils sont allés sur le marché financier. C'est la quatrième plus grosse boîte d'hospitalité, etc. Leur logiciel était une catastrophe par rapport au mien. Donc ils ont Ouais. viré, ils ont en plus de, ils savaient pas au début ce que c'était. Donc ils m'ont dit t'inquiète pas, on a notre truc. Dès qu'ils ont vu, ils ont fait laisse tomber, il faut qu'on utilise ton truc pour notre compagnie. Et ce qui est magique, c'est que comme c'est moi qui ai développé, je garde la clé de voûte de l'entreprise. Ils ne peuvent rien faire sans moi. Et en plus, pas de la petite entreprise que j'ai revendue, mais des 250 restaurants. Là, on est en train de migrer avec une équipe, mon système, sur leur organisation, qui va tout simplifier, mettre les contrôles. Ils font énormément de choses en Excel. Excel, pour moi, c'est un échec. À chaque fois qu'on passe par Excel, c'est qu'on n'a pas réussi à faire quelque chose avec des algos ou quelque chose avec des process automatisés. Donc, on sort des datas, etc. Puis, on essaie de lire des datas avec les yeux. Bon, hein, ça, c'est un échec toujours. Donc, eux, ils sont qu'en Excel. Donc, ils ont un système, mais ils exportent. Ils se retrouvent avec des Excel, ils échangent des Excel. Bon, alors, ouais, c'est vrai que les contrôles sont difficiles comme ça. Et donc, voilà. Et là, moi, j'ai la clé de voûte de leur entreprise. C'est ça qui est Baisse ta important. cam. Baisse ta Ah oui, caméra. excuse-moi. Ah oui, ça a bougé. Tu gigotes. Ouais, tu as la clé de voûte. Ouais. Ok, il y a ça. Et sur l'aspect plus donné, donc là, on est au-delà d'un système logiciel, on est carrément dans de l'algo, avec de la prédiction, des choses comme ça. Est-ce que tu penses que cette partie-là avait aussi un impact important, l'aspect prédiction, données Ouais, tout ce qui permet en fait, c'est un peu dur de le dire, mais vous voulez que votre staff exécute sans trop comprendre. Donc, le sandwich au sous-traiter jambon de l'intelligence, Warren Buffett. voilà, exact. Sous-traiter l'intelligence à un système, ça leur permet d'être clients du système, d'être en réception et non pas en émission. Ils reçoivent les infos et ils font comme on leur dit. Donc oui, c'était très important qu'ils ne mettent pas leurs pattes dedans. Ouais, et de Et toute l'une des raisons, façon, même un humain, même très engagé, sera peut-être même pas très bon à prédire les quantités. voilà, tout à fait. J'avais vu une tête vidéo comme ça d'une nana qui avait réduit la criminalité dans un État aux US en faisant des statistiques et en les présentant aux juges. Et les statistiques prouvaient que les juges, en fait, faisaient beaucoup
beaucoup d'interprétations, etc. Et malgré qu'ils pensaient Ouais, ils sont être pas très justes, ils cohérents l'étaient pas. d'un jugement à l'autre, Non, etc. c'est ça. Ouais, l'humain, même les médecins, les diagnostics, c'est des choses comme ça. Mais alors, du Mm. coup, la question que je me pose, c'est à quel moment ça commence à vraiment avoir un impact, quelque chose comme tous ces. La partie gaspillage, on va dire, pour le faire simple. Est-ce que ça, dans une boîte comme la tienne, qui est et production et retail, ça a un impact très tôt ou est-ce que ça a un impact qu'à une certaine échelle Ça a et un impact très, très tôt, puisque c'est grâce à ça que j'ai pu ouvrir 3 boutiques et une cuisine centrale de 300 mètres carrés en 1 an et demi. C'est ouais, parce que les tâches étaient déléguées. Avant même de monter la société, il y avait la logistique. Donc, elle a évolué évidemment énormément, mais du coup, très très vite, elle était en place. Donc, elle m'a délégué de plein de tâches. Et comme je te disais au mhm, début, ça m'a créé de la disponibilité. Et avec cette dispo, j'ai ouais. pu développer très vite. Et ça, Et c'est du coup, capital. comme ça va plus vite, les quantités augmentent vite. Comme les quantités augmentent vite, les éventuelles pertes, soit tu vends pas assez, soit tu produis trop. Dans tous les cas, ça Mhm. aura eu. Ouais, l'impact monte plus vite vu que tu ouvres plus d'unités. Donc ça se. Ouais, Voilà, il c'est peut y avoir, le risque du scale aussi. ouais, bien sûr, il peut y avoir ça et aussi le fait que l'importance d'ouvrir vite, ça démontre. Moi, c'est ce qui a été je crois, le plus fort dans dans l'assurance, l'installation de la marque à Bali, la marque de Monsieur Spoon, mes cafés. Ça a été le fait que j'avais l'impression de conquérir Bali à peine arrivé. La Ouais. vitesse de développement a été permise grâce à ça. Et c'est ça qui a fait que certains qui auraient pu venir et se dire moi aussi je vais faire, moi aussi je vais faire comme lui, moi aussi je vais faire comme lui, sont restés en dehors. Donc Ouais, j'étais ils osent pas tranquille trop. sur le marché. Ah ben personne. J'étais tranquille sur le marché. Hmm. Personne n'a vraiment tenté de m'affronter avec un développement aussi rapide, aussi impressionnant. Ça a Tiens, j'en été dû profite à la pour logistique. préciser que le plus fort, c'est que ça a permis aussi de maintenir de la qualité. Donc, arriver à Mm, 3-4 unités, c'était consistant, mm, c'était du niveau mm, d'une bonne boulangerie française. mm, Euh, et ouais, t'es à Bali, tu manges tes croissants, tu manges tes brioches. Les brioches sont top. Alors, mm, on va y revenir peut-être après, mais ça n'a pas toujours été parfait tout le temps. Mais dans l'ensemble, la qualité était quand même incroyablement au-dessus de tout le reste qu'il y avait à Bali à cette époque-là, et sur plusieurs unités, et mm, sur des quantités importantes. S'il y avait du croissant du matin mm, au soir, c'est pas comme en France, mm, tu n'as plus de croissant à mm, 11h, il y avait du croissant jusqu'à mm, 18h, quoi, mm. etc. etc. Plusieurs fournées par jour, je sais pas, 3-4. Oui, j'étais au. Ouais. Ouais, combien de fournées par jour à peu près? Combien de fournées? On a à peu près 2 à 3. 2, 3, ouais. Ok. Mm. Alors, du coup, tu disais, le but, c'est que les personnes puissent suivre sans trop réfléchir. Alors, surtout à cette échelle-là, parce que tu peux trouver 3 personnes qui sont hyper impliquées et tout, mais c'est dur d'en trouver 20 Mm. ou 30. Donc, Mm. on n'est pas trop rentré dans le concret de ce que tu faisais. Donc, tu avais fait ces boulangeries à Bali, en Mm. Indonésie. Donc, c'est une autre culture. Tu m'avais raconté aussi un petit peu des petites histoires de recrutement que j'avais trouvé très intéressantes. Donc, comment tu as recruté autant de personnes à Bali en si peu de temps et comment tu leur as fait produire des pâtisseries françaises qu'ils avaient probablement jamais goûté de leur vie. Euh, wow, je vais pas dire le nom, mais ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a pas le goût de ce que c'est. Donc, comment tu fais pour avoir le goût français avec 40 personnes embauchées sur le terrain dans une petite région de Bali en un Ouais. an et demi? Et je dis 40, c'est pas tout à fait le chiffre, c'est un peu plus, je crois. Mais À la fin, sur les 6 cafés, on est 200, quoi. ouais. Aujourd'hui, on était Pas en 200. cuisine, mais Non, ouais, en cuisine, ouais. Non, non, 40 en cuisine, c'est bon, t'as un bon chiffre. Ouais, c'était l'équipe croissant qui fait 2000, 3000 viennoiseries par jour, ils sont que 11, voilà. Au top, au maximum, ils sont que 11. Donc voilà. Les pâtissiers, ils sont 5 max, donc ils sont pas plus que ça. Donc oui, il d'accord. y avait plusieurs choses quand tu arrives ici, pour relier avec la logistique, et après on va partir sur autre chose, mais pour relier avec la logistique, le fait que les recettes sont calculées et que tous les jours ils ont leur to-do et qui, suivant les volumes, les recettes changent, permettait encore une fois d'enlever l'implication personnelle ou l'envie de rajouter quelque chose. Donc le staff, il voyait 200 grammes aujourd'hui, 300 grammes demain, 250. Et à moins de faire un PPCM et de déduire les recettes, il se laissait plutôt aller. Donc, là, c'est une de mes stratégies, c'est j'investis beaucoup sur la volonté,
qu'ont les gens de simplifier les choses. Si vous simplifiez le travail des gens, ils vont aimer. Donc, simplifier le boulot, ils vont pas chercher à faire plus que ce que vous. Le travail simple, c'est garant de stabilité. Donc ça, après, le mode de recrutement, c'est vrai que tu arrives à Bali, waouh, ils connaissent pas. Comment tu vas recruter est-ce que je vais le faire comme d'habitude? Est-ce que je vais le faire un recrutement classique, des annonces, des petites annonces je sais pas du tout qui va arriver là-dedans. Alors, je faisais ça au début. J'avais des coups de fil de jeunes qui m'appelaient. On entendait les poules derrière. Le mec était dans une ferme, habitait là-bas. Je me suis dit, rien que pour lui faire comprendre les règles d'hygiène, etc. Il y a trop de décalage. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je veux Ouais. Alors, après cette petite pause, Ah, le mec t'appelait avec des poules. voilà. Le mec d'appelé avec peu de poules. Donc, j'ai pris des artisans qui faisaient déjà des gravures de bois. Donc, eux, Attends, ils non, arrivaient parfait. repartons d'avant ça. Donc, tu nous disais, tu faisais des annonces, tu voyais que c'était trop décalé, et donc là, tu t'es arrêté 2 secondes pour changer ta méthode. Voilà. Donc là, j'ai remis en question la méthode. Ok, on va essayer de réfléchir à ce qu'on veut nous, à ce que je veux moi. Quel type de gens que je veux trouver. Et ça, je pense, c'est important si. Je pense qu'on fait toujours des actes inconscients avant de décider ce qu'on cherche. Et quand on fait mieux, voilà, normalement, ça devrait être mieux là. Allez, on On va essaie comme voir. ça. Alors, on fait toujours des actes inconscients. Voilà, on fait des actes inconscients avant de décider ce qu'on veut. Donc, et de changer, d'appliquer de dériver des nouvelles méthodes, quoi, d'en conclure des nouvelles méthodes pour devenir ça, pour devenir ce truc-là au milieu qu'on a désiré être. Voilà. Donc avant qu'on décide, oh, je veux être un ingénieur, etc., ben, on se fait poursuivre, on se fait comme ça. Et puis, qu'est-ce que tu veux être? Je sais pas trop. Bon, bah alors, tu deviens un truc. Et si tu sais ce que tu veux, c'est très simple. Si tu sais ce que tu veux, je veux des artisans. Donc, je veux des Tu veux des artisans artisans. qui prennent le temps de faire des choses belles. Donc, nous, Ouais. en Europe, si on a une mauvaise journée, on est triste. Les artisans, c'est pas ça. Un mec qui grave une porte, et ça met 6 mois ou un an à graver une porte, ce qui est important pour lui, c'est que dans 6 mois, la porte soit belle. C'est pas qu'aujourd'hui soit une bonne ou une mauvaise journée. Aujourd'hui et demain sera la même chose. C'est graver une porte. C'est cette finalité, c'est la fin de l'histoire qui l'excite, qui lui donne cette énergie de continuer tous les jours et de graver sa porte tous les jours. Et à Bali, il y a des portes, à Bali, à Java, dans toute l'Indonésie, il y a des joglos, donc des maisons authentiques en bois, etc., qui sont gravées dans tous les sens. Il y a des gravures magnifiques. Donc, on a cette âme de l'artisan. Donc, ça, c'était top. Il fallait que j'aille là, trouver des artisans, parce que je veux des types, moi, qui, au lieu de graver une porte, ben, ils coupent mes chaussons aux pommes, comme ça, tous les jours. Mais alors, 100, 200, 500 chaussons aux pommes, tous les jours, ils coupent et ça leur va bien. Aujourd'hui, Des c'est très beaux dur chaussons de aux pommes. trouver et des beaux chaussons aux pommes. Et aujourd'hui, c'est très dur de trouver, même en France, même bien payé, un type qui va faire la compote lui-même. Faire la compote soi-même, tu t'assois par terre. Alors ça, c'est magnifique parce qu'ils ont cet artisanat, non pas avec les portes seulement, mais aussi avec la cuisine. Tu t'assois par terre, tu coupes les échalotes, et un tas d'échalotes comme ça, et du gingembre, etc. Et tu cuisines avec ça, tu fais du ayam betutu, tu fais du soto Sambal ayam, mata. etc. Et sambal mata, etc. Donc ils ont ça. Donc je cherchais des cuistots qui prennent le temps de faire les choses belles, je cherchais des artisans, et je cherchais des gens habiles avec les mains. Donc ça a terminé dans des ateliers de confection, de tables, etc. C'est terminé dans des endroits où ils jouent au PlayStation. Donc déjà, jouer des jeunes dynamiques. Ils jouent au PlayStation. Ils sont là dans une petite salle et ils jouent tous ensemble. Et j'allais les voir et je disais, qu'est-ce que tu joues à quoi? Et il y en avait qui n'avaient même pas conscience à quoi ils jouaient. Ils étaient comme si c'était une question qui venait de l'au-delà. Bon, et lui, il sait pas. Laisse tomber. Toi, tu joues à quoi? Mortal Kombat, c'est bien. C'est quoi ton personnage préféré? Sub-Zero, c'est bien. C'est quoi les super powers de Sub-Zero? La magie, la boule, le feu, la glace. Ah, super, lui, il sait. Tu le regardes jouer, il est dynamique, il a son cerveau qui fonctionne, il est conscient. Voilà. Un mec dynamique, rapide, conscient, c'était gagné. Hop, viens, on va travailler. Donne-moi ton numéro, etc. Et je faisais comme ça. Et très, très T'as vite, pas j'ai fait eu un pareil avec le coup. foot aussi, non? Ouais, au badminton. Ouais, j'allais au badminton, en futsal. Futsal, je recrutais, je jouais au foot. Et quand je voyais les rapides, les gens qui captaient le jeu, ils savaient se placer, etc. Je fais ça, eux, ça peut être Pose des mon. questions aussi à ceux-là? Le... Genre, Ouais, non, non, je leur disais carrément de venir essayer et je leur faisais faire des tests.
faisais poser, donc on faisait fondre du chocolat et avec un petit cornet, je leur faisais poser un petit point là, chaque centimètre sur une feuille avec un diamètre de 30 cm et je regardais ce qu'ils faisaient. Et il y en a qui faisaient ça et qui dedans me tatouaient joyeux anniversaire et je regardais le truc ou merci Rafi et je faisais waouh et j'étais impressionné. Et j'étais pas impressionné. L'un qui m'a le plus impressionné, c'était Kadek qui est resté jusque-là à faire les croissants tous les jours. Et lui, il est artisan et c'est exactement ça. Donc, du coup, tu as ta base et du coup, tu as les personnes qui t'impressionnent. Il y en a qui avaient à la fois la régularité que tu demandais et Mhm. par-dessus, ils rajoutaient leur créativité spontanément Ouais. alors que tu n'avais rien Mhm. demandé. Mhm. Ouais, donc ça, c'était vraiment le jackpot quand tu trouvais ce genre de profil. Et donc, toi, tu as mis en place cette petite session ce petit atelier de drill, entre guillemets. Ouais. Du coup, tu les mets dans un contexte où ça peut se démontrer dans. Donc, enfin, Voilà. j'adore cette histoire parce que Ce qui est, c'est voilà. à Ce la qui fois était créatif et capital. on sent l'ingénieur, mais ingénieur social, quoi. Voilà. Donc aussi, moi, je découvrais. J'étais impressionné de voir que ça, naturellement, j'avais pas calculé qu'ils allaient commencer à se sentir bien et à faire des choses qui n'étaient pas demandées, etc. C'est juste que j'étais impressionné. Mais en fait, c'était assez contaminant. Parce que l'un qui commence à dessiner dessus, l'autre avait envie de dessiner dessus. Il pensait qu'il n'avait pas fait assez. Et tout ça, c'était possible parce que je leur laissais du temps. Je leur disais, allez-y, faites ça. Et moi, je tournais le dos, je faisais autre chose. Et vous avez 10 minutes. Et quand j'arrivais, j'étais une fois sur deux impressionné parce que c'était contagieux. C'est-à-dire que quand un commençait à faire autre chose que l'autre, l'autre continuait. Et donc, c'était contagieux. Et je me retrouvais avec des trucs. C'était une expérience magnifique. C'était, en fait, ce que j'ai compris après, c'est que j'avais laissé un terrain d'expression et ils se sont exprimés dedans. Et on était sorti de tout cadre. Le cadre de recrutement qui était le classique, les annonces, les CV, les LinkedIn, machin, ça c'était le classique. On avait tous complètement le cadre classique. Tu Et vraiment on fait avait une first expérience humaine principle du plus riche. recrutement, les premiers principes Ouais. du recrutement, quoi, first principle. Partant justement du coup de qualité vraiment humaine, de traits de personnalité, d'attitude générale, on en parlera peut-être tout à l'heure d'un thème qui t'est cher, temps et énergie, temps et attention, pardon, Ouais. qui est une autre façon de décrire. Donc, vraiment en repartant des principes premiers de l'humain, tu as réussi à cadrer et en mettant ces personnes qui avaient ces qualités similaires ensemble, avec disons un objectif qui était de créer quelque chose à la fois beau et bon. Ça y est, ça déclenche et on parle souvent de culture dans les startups. Donc là, la culture, elle se fait toute seule. Je t'écoute. Comment ce que je trouve intéressant, c'est que à la fois, tu es capable de dire je pose un cadre pour certains, un cadre très, très strict en mode dépose le cerveau et fais ce que je te dis. Et dans le même mouvement, la même personne est capable d'être fascinée et de dire super, lâchez-vous, je vous donne du temps pour être créatif. Comment tu arrives à tenir les deux? En alternance. D'accord. C'est pas les En mêmes même tâches temps. aussi. C'est pas les mêmes tâches C'est parce pas que les mêmes tâches, c'est pas les mêmes personnes, etc. C'est recettes, Ouais, créatif, ouais. admin, Ouais. tout ce qui est recettes, admin, Ouais. etc., ça tu l'automatises parce que c'est pas des tâches Ouais. pour humains en vrai, Ouais. des tâches Ouais. cléricales. Et tout ce qui est artisanal, parce qu'à la fin, tu faisais quand même de la boulangerie artisanale, même si tu l'as scalé, ça reste de l'artisanal. Tout ce qui est artisanal, donc la personne reçoit sa recette, elle n'a rien à en redire, une recette, c'est une recette. Tu l'as perfectionnée, tu l'as adaptée au climat et tout. Et à côté de ça, la décoration du gâteau, oui, bah là par contre, ça c'est de l'artisanat, il n'y a pas de raison de… ouais, mais c'est ce que je trouve intéressant, c'est la capacité pour un dirigeant de savoir à quel moment, parce que c'est un discours, tu parles de ça depuis Bali, imagine ceux qui vont écouter la vidéo aujourd'hui en France. Enfin, tu es un ennemi du peuple, quoi. Tu dis aux gens, je vous prends pas Ouais. pour votre cerveau, pour vos bras. Ouais. Donc, tu vois, Ouais. c'est cette capacité à être aussi ferme sur ton discours, de dire, toi, je veux un robot humain et toi, je veux un humain, Ouais. un humain. Ouais. Et c'est pas évident, Ouais. je trouve, d'être capable de balancer et au bon endroit et au bon moment de dire, là, j'ai besoin de ça, là, j'ai besoin de ça. Et humainement, de dire à quelqu'un, non, mais je t'explique. Là, c'est 8h00, c'est pas 8h05.
Et de l'autre côté, dire non, mais man, vas-y, prends ton temps, hein, fais-moi ce que tu veux, lâche-toi. Tu vois, ça, je trouve ça admirable de bien balancer ça et au bon moment. Bah oui, c'était de ça, du recrutement, la deuxième étape qui va aller dans ton sens, là, c'est que j'essayais de leur faire sentir que c'était leur recette et qu'on devait les respecter parce que c'était les leurs. Donc, je faisais ça, c'est que moi, je faisais des desserts dans la nuit. Donc, je travaillais beaucoup à cette époque-là, hein. Donc, je faisais des desserts dans la nuit et quand ils arrivaient, l'équipe pâtissier arrivait. Donc, l'équipe de boulangerie travaillait la nuit avec moi et puis après, l'équipe de pâtissier arrivait. Et eux, ils trouvaient un dessert qu'ils connaissent pas. C'était un fraisier. Alors, ils regardent et puis ils me disent comment on fait ça, c'est beau, etc. Alors, je leur dis, alors, regarde les couleurs. Alors, on regardait les couleurs, on voyait du vert. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vert dans la cuisine? Et du coup, petit à petit, ils disaient, bah, la pistache ou la menthe, lequel est le meilleur? Je sais pas, essaye les deux. Et du coup, on essayait comme ça les choses. Et quand ils devaient faire une mousse, ils me demandaient comment on fait une mousse. Alors, je leur montrais comment on fait une mousse. Et du coup, ils s'étaient excités à la refaire parce qu'elle allait prendre de la couleur et c'était la leur. Et petit à petit, quand ils avaient fini le dessert, je faisais la photo de l'équipe et je la mettais sur le mur. L'autre équipe me disait, est-ce que nous aussi, on peut être sur le mur et se la péter? Bien sûr, on va faire un nouveau dessert. Donc, quand on faisait des nouveaux desserts, c'était aussi. C'était, on veut, on essaye de faire comme si, ou on essaye de faire sa méthode, de prendre les ingrédients qu'on veut dans la cuisine et de faire quelque chose et de voir si c'est bon. Mais une fois que c'était figé, que c'était sur le mur, il fallait que ce soit toujours la même chose. Il y a cette histoire de l'usine qui sous-performait, je ne sais plus ce qu'ils fabriquaient, un truc industriel un peu à l'ancienne, genre industrie lourde, tu vois, Ouais. genre fonderie ou je sais pas quoi. Il y a une usine qui marchait pas dans le groupe, il faisait moitié moins que tout le monde. Ils ne comprenaient pas, il n'y a Ouais. rien qui marchait. Et je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais apparemment le manager ou le consultant est arrivé un jour dans cette usine pour trouver. Il n'a rien dit. Il est arrivé à la fin du quart, il a demandé, vous avez fait combien? Le mec fait, bon, on a fait 12. Il écrit 12 par terre. 12 quoi, me demande pas. Ok. Bon, l'équipe d'après arrive, c'est quoi ce chiffre? C'était écrit en énorme. Ah bah, ils en ont fait 12, l'équipe d'avant. Ah. Fin du quart, le mec en avait fait 14. Ah, même mieux que ça, ils n'ont rien dit à personne, hein. Ils ont effacé 12, ils ont écrit 14. L'équipe du matin est revenue, ils ont vu le 14, ils ont fait ouais. Bon, un mois après, c'était la meilleure usine du groupe. Alors, je sais pas si c'est une vraie histoire, mais elle est marrante. Ouais, mais elle Pour les elle est KPI marrante. encore, elle est data-driven. Ouais, exactement. Donc ça, c'est le côté un peu compète. Et après, tu as peut-être le côté modèle. Alors là, c'est intéressant aussi, c'est que tu les laisses chercher un peu la recette. Tu dis, on essaye la pistache, la menthe, utiliser leur logique, puisque tu as pris des gens qui avaient de l'énergie mentale. Et du coup, je sens de la patience là-dedans, une qualité qui me manque, avec tous les résultats que tu connais. Et combien de temps ça te prend d'arriver au moment où tu as une équipe qui marche, tu peux ouvrir, du moment où tu rentres ces personnes et tu commences à travailler de cette façon-là? Est-ce que finalement ça va assez vite ou est-ce que c'est quand même très long? Non, ça allait assez vite. Ça allait assez vite. Mais quand tu dis, toi, ça demande de la patience, ça demande aussi, ouais, ça demande de la patience. Et j'avais conceptualisé ça, moi, ça demande de prendre au sérieux ou de prendre du recul. Donc, prendre au sérieux, tu vas être sur le détail, etc., sur finement, quand c'est pas exactement comme ça, tu t'énerves, tu pètes un plomb, donc typique des chefs, etc. Et en même temps, prendre recul, c'est-à-dire relativiser, on est une poussière dans le monde, etc. Donc, c'est assez dur, ça développe une qualité spécifique de savoir prendre les deux et de passer de l'un à l'autre, parfois dans le moment. Ouais. Donc là, vous voulez prendre ça Et au que ça semble sérieux. cohérent, et que ça semble cohérent à la personne que tu formes à ce moment-là en plus. Qu'elle se dise pas d'un Exactement. côté, il est cool, et puis après il m'engueule parce que Voilà. j'ai mis le point 1 millimètre à gauche. Voilà, exactement. Donc, ça demande un switch mental et un contrôle de son apparence et de ses réactions pour que, en permanence, tu saches utiliser cet outil de prendre au sérieux ou de prendre du recul. Donc, c'est pas de la patience dans le sens je me mets en arrière, j'attends et je résiste. C'est plutôt La patience vient le recul. j'évolue. Voilà, c'est plutôt j'évolue. Ok, maintenant, ça va plus. J'arrête d'être pointilleux parce que là, il a mis du sel dans la recette, il a mis 1 kilo de mettre de la farine. Donc là, ça va plus. Donc là, je vais prendre du recul. Ok, c'est pas important, etc. Rigolons-en. Alors, j'écrivais des chansons, je chantais des chansons avec mon équipe pour me détendre.
Et quand on arrive à prendre du recul comme ça, au moment où on est stressé et qu'on a les muscles du visage qui, se- qui se contractent, quand on arrive à les détendre et à prendre du recul, et ouais, et on développe une richesse humaine et on peut du coup interagir dans des environnements à stress et avec un nombre de personnes et de personnalités très diverses, en jugulant comme ça, en jonglant très facilement entre tout ce nombre de personnes, tout ce grand nombre de personnalités. Donc, ouais. Sachant que tu as quelque quand chose à même, développer. Ouais. même filtré en amont avec les petites techniques qu'on disait. Donc, bon, tu as quand même dans l'ensemble Ouais, bien sûr. une Ah, le baseline recrutement, c'est. de. Ouais. Ouais. C'est. D'ailleurs, est-ce que du coup, tu as dû te séparer de certaines personnes qui n'avaient pas vraiment la baseline et du coup, Ouais. et que là, le recul ne suffit pas et, et ça pollue Ah tout? ouais. Ouais. Globalement, le recrutement était quand même très, très, très bon, puisque la première personne qui a travaillé jusqu'à les 15 premiers sont toujours là. Donc ça, c'était assez impressionnant. La femme de ménage, la première, ça a été elle qui a fait les pâtisseries, les viennoiseries, etc., le pain, etc. avec moi. Bon, bref, je vais pas entrer en détail, mais j'ai eu la chance d'avoir un résultat dans ce recrutement qui était Inspiré, très bon. Ouais, mais c'est très important en effet que ce recrutement soit TED en fait. Ouais. Et du coup, tu arrives quand même à prendre ce recul, donc tu n'es pas à 2 jours près sur. C'est quoi l'ordre de grandeur à peu près le temps que ça a mis pour être capable de produire normalement avec cette équipe? Ah, mais on produisait dès le premier jour, on produisait. C'est moi qui Tu as produisais juste petit à petit, élargi ça shiftait. l'inventaire? Ah, d'accord. Ouais, c'est moi qui faisais, il Et c'est toi qui. m'aidait petit à petit. Ouais, et petit à petit, il faisait Ok. la recette, c'est eux qui la faisaient, et puis après, et puis petit à petit, plus du tout. Ça, plus D'accord. du tout, ouais, non, t'as une bonne question quand même, plus du tout. 8 mois quand même. 8 mois, À ce que d'accord. tous les métiers soient implémentés uniquement par les équipes, parce qu'il y a eu énormément d'évolutions au début. Quand tu lances, je crois qu'il faudrait que je compte, mais on a peut-être lancé 800 produits au final. Donc les évolutions se faisaient à travers les demandes d'hôtels qui voulaient du sésame, du Ah, popicide, enfin du pavot, je veux dire, sur les burgers, etc. Et donc il fallait énormément changer les choses. Donc ça a mis 8 mois à ce qu'on stabilise et qu'on change très peu, en fait, que les changements deviennent mineurs. ok, donc ouais, donc il y avait aussi le côté stabiliser l'aspect produit et stabiliser l'équipe et sa capacité à faire plein de choses. Mm. Donc du coup, toi, tu étais très sollicité, tu devais faire les choses toi-même. Donc tu n'as pas trop eu par contre une phase où, je sais pas, le fait d'attendre que ça marche et de se dire, bon, il faut laisser le temps, où Mm. ça te mettait un petit peu de stress financier ou autre sur la production. Tu n'as pas vraiment une phase comme ça? Non, j'ai pas eu ça parce que je me suis vraiment focalisé sur le produit et on vendait peu au début, mais on vendait tout. Ok. Donc j'allais à mon rythme moi et c'est l'offre qui s'adaptait. Bon, après, tu avais l'avantage de Bali La où les coûts demande sont qui peut-être plus s'adaptait. bas, qui fait que financièrement, c'est peut-être un peu moins stressant aussi. Et surtout, tu avais, transition, tu avais la chaîne YouTube, Ah ouais, sans qui laquelle m'avait pas tout. dans 16 bis. Bah ouais, c'est elle qui m'a apporté les sous et la confiance, l'expérience et toute l'histoire. En fait, c'est le début de l'histoire. Monsieur Spoon, mes cafés, c'est la fin de l'histoire, mais le début, c'était ça, c'est cette chaîne YouTube. Ouais. Donc, ça, Chaîne YouTube, tu ouais, attaques avec YouTube, tu finis avec 5 boulangeries, quoi. voilà, c'est Et ça. à la base, tu es ingénieur, pour résumer quand même, hein. Voilà, voilà. Ouais. C'est une chaîne YouTube, donc le virtuel à Paris, au réel en Asie. C'est une chaîne vidéo, enfin, en gros, des recettes tournées dans un appartement parisien qui finissent 6 boulangeries à Bali. Oui, c'est assez unique. Et, euh, et pendant que j'ai monté cette chaîne YouTube, c'est ça qui est génial, c'est qu'on a encore les vidéos pour le voir. J'étais amateur chez amateur. Ouais. Donc on peut voir la progression jusqu'aux dernières recettes, c'est toujours en ligne. Et Euh, t'avais ça, attaqué au moment où tu as attaqué la chaîne YouTube ou tu cuisinais depuis des années avant déjà? j'ai attaqué la chaîne YouTube 6 mois avant de commencer la pâtisserie. Je cuisinais avant, mais je faisais pas de gâteau. Mais tu cuisines un peu quand même. Et je cuisinais, oui, je cuisinais avant, mais je dirais que les Français, on cuisine à la maison, quoi. Ouais. J'étais pas un chef spécialement, quoi. Je cuisinais, j'aimais bien faire des choses jolies, mais bon, j'apprenais comme ça dans les livres. J'avais pas fait d'école. Mais tu avais le petit côté systémique
dans ta Ouais, tête qui est venu se mettre du moment où tu as vraiment pris un intérêt sur la pâtisserie. Et en voilà, plus, là, ta chaîne c'était. YouTube t'a forcé à ça parce que la thème de la chaîne YouTube, c'était un ratable. Donc, tu avais quand même décomposé les recettes d'une façon assez spécifique. Donc, tu C'est t'es comme vraiment ça que gratté la tête, quoi. Ouais, mais c'est comme ça. Oui, exactement. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à lire. J'ai été fasciné. Et pourquoi j'ai fait de la pâtisserie? À cause du bouquin de Hervé Zis, Révélation gastronomique. Quand j'ai lu ce bouquin-là, c'est l'inventeur du moléculaire, de la Hmm. moléculaire food. On va la Et mettre en lien. ah ouais, le Révélation Je l'ai pas lu. gastronomique, quand tu lis ça et que tu as ce cerveau d'ingénieur, tu as une connexion directe entre la chimie, Ouais. il y a La les formules déconstruction. chimiques du glucose, etc., dans ce bouquin-là. Et donc, toi, tu connais le truc et tu vois tout ça et tu trouves et tu tombes devant des questions que tu t'es jamais posées. Et ça t'ouvre dans un monde Mhm. que tu ne pas. Et donc, des questions très simples. Pourquoi on met les œufs 2 par 2 dans une recette? Ça, j'ai une idée. Pourquoi la pâte à choux, elle est creuse? C'est toujours les mêmes ingrédients. C'est de la farine, de l'eau, du sucre, Mhm. des œufs, du lait. Et là, elle est creuse. L'autre, elle n'est pas creuse. Et il n'y a pas de levure chimique. Aucune idée. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai lu ça. Et la prochaine fois que la fois suivante où j'ai été dans une boulangerie, j'ai lu le truc. Et je suis resté bloqué parce que je me suis dit, putain, mais je connais rien du tout. Et tout ça inventé entre le 17 et le 19e, pour la plupart, où la science chimique n'était pas là. D'ailleurs, il y a plein de trucs Ouais. assez ésotériques et en fait qui servent à rien dans la cuisine, la haute cuisine. Ouais. Plein de notions qui sont fausses. En fait, les idées de Ouais. jus concentré, de sucre concentré, machin, tout ça, ça n'existe pas en vrai. Et ça Ouais. se perpétue dans les écoles de cuisine. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais bon, ça marche. Et les chefs ont. Ouais. Ouais, il y a une inertie comme ça dans les choses. Et donc, c'est bien qu'à un moment, on mette le nez devant et qu'on dise, attends, je vais essayer de comprendre, en fait. Et de Alors là, pourquoi les œufs de par deux? alors, ben non, mais pourquoi les œufs 2 par 2? Parce que petit à petit, quand l'œuf, il est mis dans une recette, il va aller cuire, mais pas trop. Alors que si vous mettez tout d'un coup, tous les œufs refroidissent. Et donc, quand vous cuissez comme ça l'œuf, il va pouvoir créer il va tomber à une température de 50 degrés dans laquelle il va pouvoir créer un shield, un bouclier. Et ce bouclier, c'est ce qui fait que quand on va cuire la pâte, eh ben l'extérieur va former ce bouclier dur. Et l'œuf, quand il cuit, il durcit. Tu vois. Et c'est ce qui fait que l'air qu'on a dedans va gonfler et On faire est ce sur la pâte à chou. choux là. Hein. Là, on est sur la pâte à choux. Ouais. Et donc D'accord. voilà, donc il y a plein de le J'adore la pâte à choux. millefeuille, etc. Pourquoi le nom? Alors là, on se rend compte aussi que quand j'étais devant cette vitrine dans laquelle je passais depuis petit, comme tous les Français, on passe tous les jours dans cette vitrine, et je regardais, et puis j'ai regardé les noms aussi, et je me suis dit, mais c'est dingo, parce que le Saint-Honoré, le Paris-Brest et tout, j'ai aucune idée pourquoi ils ont ces noms-là. C'est comme quand on passe devant des rues, tu sais, et on n'a aucune idée, on voit des noms, et après on se dit, ah, mais Jean Bossière, c'est un architecte, c'est pour la rue Jean Bossière. Ah, mais elle, c'est Jeanne d'Arc. Ah, ça, c'est bien de le savoir quand même. Et on arrive, et là, Clairement. c'était pareil. Le millefeuille, millefeuille, pourquoi 1000? Il n'y en a pas 1000. Il y a 1000, tu crois? Il y a 1000 Combien il y feuilles dans a le Combien il y a, millefeuille. Rafi? Dis-nous aujourd'hui combien il y a 384, de feuilles. comme on le 384. faisait, comme on le faisait chez nous, Et 384. toi, tu le Donc fais 4 en fois inversé. double. Ouais, nous, on faisait en inversé et on faisait 4 doubles et 2 simples. Donc Donc ça faisait 384 ça. feuilles. Mais voilà, nous c'était 384. J'avais Alors, calculé. Après. à Canggu Delhi, il y avait du millefeuille, si tu lisais le petit panneau. Ah voilà, alors après, tu as les Le erreurs, fameux etc. millefeuille de Canggu Delhi qui est resté, je crois qu'il est resté 2 ans avec ce panneau millefeuille. Avec l'erreur, ouais. Mais l'erreur, ça fait partie du truc, c'est les La tarte macarons, c'était tatin. une erreur. Oui, mais la tarte Ouais. tatin, c'était une erreur. Les macarons aussi, je Et sais pas. les macarons, oui, à l'époque, c'est un biscuit raté, le macaron. À l'époque, le Ah, vrai, pas celui que les Pierre Hermé a Italiens, fait ça. avec avec de la ganache et tout, mais juste la Ah, coque le gros qui macaron craquelait. français, là. Ouais, le gros macaron, ça, c'était un biscuit raté, ça cassait, c'était Puis pas c'est beau. bon quand même, en fait. Mais bon, ouais, en fait, c'est pas mal. Alors, du coup, YouTube, toi, tu étais un pionnier, Alors, un semi-pionnier. Alors, tu as fait ouais, ça, c'était quoi? Il y a 6 ans, ça faisait déjà 3 ans que tu y étais, donc ça fait. enfin, c'est en 2009, donc c'était il y a 11 ans, là. Ok, alors, 1er je mars. Enfin, je sais pas 1er comment. mars 2009, la chaîne est. La chaîne est encore là, t'as encore t'as doublé tes abonnés sans rien faire depuis 6 ans, à peu près. Je me rappelle que tu étais à 30 000 en 2014. Donc là, tu me dis que tu es à 60, donc tu as doublé. Enfin, ça a doublé tout seul. Mm. Ça rapporte moins aujourd'hui qu'à l'époque avec double d'abonnés? Ouais.
Ouais, mais je peux pas. Oui, alors ça rapporte énormément depuis 2011. Depuis 2011, la philosophie a changé. Avant, lorsque tu avais une chaîne, Google te contactait si elle était assez populaire, s'ils voyaient que potentiel, que tu avais dépassé 1 million de vues ou que tu avais beaucoup d'abonnés, ou beaucoup de commandes, beaucoup d'interactivité. Il y avait un algorithme qui faisait que Google te contactait et on veut être partenariat avec vous. Donc, comme j'avais reçu ce mail, et le jour où j'avais reçu ça, j'étais très excité. J'avais reçu ce mail là où j'avais lu le détail et après tu vois que c'est quand même à l'américaine où ils deviennent propriétaires des vidéos, etc. Ouais. Et donc à partir de ce moment-là, tu pouvais signer et partager les revenus publicitaires des annonces. Donc il y a qu'un nombre limité de chaînes qui partageaient le revenu publicitaire de tous les annonceurs. Et ce nombre d'annonceurs a grandi avec l'expansion de Google plus vite que les YouTubeurs. Donc, on s'est retrouvés, nous, à gagner jusqu'à 4 000, 8 000. Mon max, ça a été 8 000 € au mois. Et c'était toujours les périodes de Avec fête, 30 000 abonnés, quoi. décembre. Ouais, même avant, c'était même avec 10 ou 15 000. Le nombre de vues qui avait Tu vas faire explosé. rêver beaucoup de monde avec des chiffres de Bah l'époque. ouais, parce que j'ai gagné 4 000 et en moyenne, c'était 4 000 et le maximum, c'était 8 000. Et après, voilà. Donc, après, en 2011, quand ils ont ouvert, quand Google a partagé Il ouvre la ses revenus monétisation à tout le publicitaires monde. avec, voilà, n'importe qui, voilà. Quand le monde est fait pour tout le monde, Le monopole, et là, c'est la l'oligopole fin de s'est l'histoire. effondré. Ouais, maintenant, il Alors, faut ça tombait vraiment bien. être échelle de fou Voilà. Ouais. pour gagner bien, quoi. Ouais, complètement. Après, j'ai regardé d'autres YouTubeurs, j'en ai rencontré. Quand tu as plus de 50 000 abonnés, tu es invité à rue de Londres. Au 8 rue de Londres, Google, à l'hôtel particulier de Google, à des événements, etc. Donc, j'ai parlé beaucoup avec des YouTubeurs et puis j'ai vu la progression et tout. Moi, j'étais un dromadaire. J'ai été un vieux gars. Il y avait que des petits gars entre 18 et 25 ans, 28 ans. Tes J'ai vidéos, elles sont rencontré, horribles. On n'entend pas bien, surtout bien la sûr, moitié. On te bien voit sûr, jamais. On bien ne sait même pas sûr. comment tu C'était une autre t'appelles. génération. C'était une autre Ça n'a génération. plus rien à voir. Ouais. Là-bas, j'ai rencontré Fabien Olicard et quand je l'ai vu, il avait 14 000 abonnés, j'en avais 50. Et il était invité, il était brillant. Et je me suis dit, waouh, lui, il va cartonner maintenant. Je crois qu'il a 1,6 million d'abonnés. Et donc, j'ai eu un feedback des nouvelles méthodes aussi. Il y a eu des cours à Google dans les années 2014 pour avoir une chaîne performante. Au début, on faisait une vidéo, on mettait en ligne. Ça s'arrêtait là, le travail. Il y a C'est ce eu, qu'on il y a fait eu là. un monde, voilà, il y a eu un monde qui s'est mis en place. Il y a un monde avec l'optimisation. C'est un autre monde. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ce qu'on pense. Il y a maintenant des grosses sociétés de production, des MLM, des sociétés qui sont là pour se les Ouais. faire, mais qui sont arrivées sur Internet, quoi. Donc ils chopent des YouTubeurs, ils prennent 10%, 15%. Ils les rassemblent dans une communauté, et, ils les relient l'un à l'autre pour booster chacun, etc. Bon. On est arrivé dans une. Là, il Bah, y a de ça va la remplacer techno, la quoi. télé, Il y a du travail. Ouais, voilà. Ouais, plus bien ou sûr. moins. Ouais. Ouais, donc ça n'a plus rien à voir, mais c'est un vrai plein temps maintenant, alors que toi à l'époque tu passais pas énormément Ouais, de temps non plus, quoi. non, non, c'était Ça t'a vraiment apporté aussi. quoi et YouTube t'a apporté quoi, pardon, par rapport à Mr. Spoon, à Monsieur Spoon, ça t'a apporté quoi? Ça m'apporte. Alors, bah, déjà, ça m'a prouvé que je savais faire quelque chose, c'est-à-dire que je savais faire des Ok. pâtisseries. Les gens disaient que c'était beau. Ça m'a prouvé que je savais. J'ai fait des tournages avec des gens, des abonnés qui sont venus. Ok. Ça m'a prouvé, je pense, ça m'a excité en fait, parce que il y a un moment, j'ai fait un tournage, il y avait 12 personnes. La fois suivante, il y a mon amie qui est Célia, pour la citer, qui est amoureuse de bouffe, qui était là pour faire mon second. Et à un moment, elle est arrivée, elle m'a dit il y a 250 personnes dans la rue. Donc ça, c'était donc il y a eu un engouement pour la cuisine. Et moi, j'avais un petit appart de 50 mètres carrés et je voyais que le début des gens, parce que je savais qu'il y avait du bruit, etc. Mais moi, j'étais dans la cuisine, donc je voyais pas grand-chose. Et elle m'a dit, il y a 250, regarde en bas, c'est fou. Et je savais pas. Et là, je me suis dit, waouh, c'est explosif, quoi. Donc il y a quelque chose, tu vois, dans la bouffe, on a monté un site ensemble qui s'appelle Kuko, qui est toujours en ligne, qui est un site de réservation de cours de cuisine partout dans le monde. Donc on a 80 pays. C'est l'Airbnb des recettes de cuisine. Donc, on s'est vraiment focusé là-dessus. Moi et puis 2 copines, on montait ça ensemble. Et du coup, j'étais le côté entrepreneur qui était effervescent. Donc, j'ai monté ça, etc. Et puis après, je me suis dit, je veux ma propre boulangerie, je vais y aller. Hop, je suis parti en Asie comme ça. Ça m'a donné une confiance énorme D'accord. dans la possibilité que ça me donnait une confiance et une excitation qui était
quand on me dit, t'es parti tout seul, etc., j'étais Tout ça excité. avec mes 10 000 abonnés. Bien sûr, je suis parti tout ça avec mes 10 abonnés parce que j'étais le roi du monde. Je pensais être, à ce moment-là, j'étais tellement excité, rien ne pouvait m'arrêter. Donc, j'avais une énergie Et incroyable. un revenu passif de 4 000 à peu près, ça dépanne, ça laisse le temps de réfléchir, quoi. Ah, mais surtout, c'était un revenu cumulé que j'avais pas dépensé. Donc, j'avais un petit pactole. Ouais, parce que tu avais Et ce d'autres revenus à côté pactole-là, ou de oui, oui, l'épargne. oui, oui. Bah, non, mais c'était pas mon travail. Je faisais Ouais, ça, t'avais un je vrai publiais. travail à Bah, côté. Ouais. bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais, ça, Ouais, c'est donc ça te important, donne je un crois, peu de runway. parce que pour moi, je t'écoute, donc je connaissais un peu l'histoire, mais il y a le Rafi qui me dit, Man, tu sais quoi? Parce qu'en France, avoir 3-4 boulangeries, c'est possible. Ce n'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel. D'accord? Ouais, bien Mais sûr. quand tu discutes avec ces patrons, et c'est un bon business, la boulange, toi, tu es en Ouais. train de leur dire, quand toi, tu leur dis, bah, les gars, si, ma boulangerie du coin, je te signale, Philippe, t'inquiète, ça reste un bon biz. C'est du boulot, mais c'est un bon biz. Ouais, Mais en fait, quand tu leur dis, tu pourrais aller plus loin, etc., etc. En fait, là, tu es en train, moi, je t'écoute et je me dis, OK, le gars, il montre à quel niveau on peut faire du Uber, du Airbnb, un Uber qui dit, OK, les gars, j'ai fait ce pays-là, allez, vu que je vais poser une infrastructure robuste avec de la méthode, du process, etc., ben, je peux ouvrir des pays, mais de la même façon que toi, tu dis, bah, j'en ouvre 1, 2, 3, et dans un temps record. Et quand tu es en France et que tu discutes avec des patrons de PME, que tu leur dis, bah, la data, c'est important, voilà ce qu'on peut faire, etc., et voilà ce que ça permet de faire, bah, ils ne te croient pas. Ils te disent, ouais, mais ça, c'est pour les grosses boîtes, les Uber, les machins, les licornes. Tu vois, tu as l'impression que c'est deux mondes à part. Et toi, tu es en train de me raconter que non, on peut, c'est le même monde. Et le deuxième point que je trouve très, très intéressant, c'est cette notion de communauté. Pour ma part, souvent, et je suis plus par rapport à Philippe, je suis plus du monde du B2B. Et je le dis avec les clients Copigico à chaque fois, viens, on bâtit une communauté, on commence par là. Parce que c'est ce que, et ça te donne, c'est ce que tu dis. Il y a des aspects financiers, mais ça te donne cette confiance qui te dit, waouh, j'ai cette base-là qui est avec moi, tu n'es pas parti tout seul, tu es parti avec 10 000, quoi. Ouais. Voilà, Ok, cool. C'est ça, ok. C'est ça. Tu as très bien résumé. Je peux en rajouter, on est bon, parce On a que eu le temps l'avant. passe, mais tu as très bien Alors, rajouté. du coup, on n'a pas on a l'avant, on n'a pas l'après. Tu fais quoi? Tu as fait ça pendant 6 ans. Alors, au fil du temps, une fois que tout le monde faisait le boulot et que tu as ouvert 5 ou 6, tu es un peu passé à autre chose. Donc, qu'est-ce que tu fais de ton temps après ça? Tu t'es lancé dans des nouvelles choses au sens le J'ai toujours. plus littéral possible, explicitement nouvelles. Tu t'es fait un programme de nouveautés. Ouais, j'ai toujours des choses sur le feu, en fait. Je pense que quand on est comme ça entrepreneur, on n'est pas à court, mais on sait très bien en même temps que les idées ne valent pas grand-chose avant de bien les réaliser, de les mettre vraiment, de les présenter dans le monde réel et qu'elles valent quelque chose à ce moment-là et qu'elles soient chargées d'énergie pour qu'elles puissent grandir, etc. On les alimente avec de l'énergie, tout ça. Donc, j'ai d'autres choses. Là, j'ai inventé un health club. Donc, je regarde comme ça et je me dis tous ces clubs de gym, etc., où les gens ont une énergie incroyable à faire des haltères et tout ça. Et les hommes ne pensent qu'à cette partie-là, les bras. Et parfois, ils arrivent jusqu'aux pieds, mais à aucun moment, ils montent au-dessus, la tête. Donc, ici, à Bali, on a J'ai vu une beaucoup de gens pub qui passent. récemment pour un petit truc à mâcher pour te faire les masséters. Pub Alors, YouTube. là, bien Encore un déjà. peu plus haut. Encore jusque-là. Mais c'est bien, si t'arrives là, c'est bien. Et donc, j'ai monté comme ça s'appelle Fit and Smart. Donc, c'est en anglais puisque je voulais le faire ici avant que Corona arrive. Donc, ça m'a arrêté. Donc, c'est en un mot fitsmart.club. Donc, pas .com, mais .club. Donc, c'est Fit Smart et c'est le premier health club about the body and the mind. The body and the mind. Ouais. Donc, on fait toujours des exercices de body de manière intelligente. Donc, c'est train your body smartly. Et de l'autre côté, c'est comment je l'ai Train your train the smart body smartly and strong mindset body dans le sens quoi. Strong mindset.
Donc, l'idée, c'est de faire des jeux, des jeux de théâtre d'improvisation, etc., des jeux de mémoire, des jeux de concentration pour augmenter la concentration, etc., rendre accessible la méditation dans un sens où on voit tout de suite l'effet qu'elle peut avoir sur la concentration. Donc, j'adapte un peu ça, la méditation qui peut être quelque chose de passif pour certains. Je l'utilise pour montrer ce que ça peut apporter de mettre ses mains comme ça et de bouger ses doigts très lentement tout en gardant le focus. Et lorsqu'on perd le focus, parce qu'on a pensé à autre chose, on se met un petit X sur un bout de papier et on compte combien de fois on a perdu le focus. Donc, arriver à rester concentré sur quelque chose, c'est clé. C'est vraiment clé. Et donc, il faut, comme ça, donc, à travers des efforts de mémoire, on fait des jeux, etc. Voilà, donc ça, c'est le truc que j'ai. Philippe, tu prends un abonnement. Philippe, c'est pour toi. Il l'a fait spécialement pour Je toi. m'abonne direct. Direct. Ok, donc ça, c'est le nouveau projet plus ou moins business. Je faisais allusion juste avant aussi, en parallèle, et une fois que tu avais arrêté de vraiment tout faire dans Spoon, tu avais plus de temps libre. Tu t'es fait un petit programme de nouveautés, la Never Done Before, un truc comme ça. Ah oui, oh là là, ouais. Oh, je faisais ça C'est même ça que je avant. faisais référence. Ah ouais Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Non, je faisais ça, mais je l'ai matérialisé, je crois, en 2018, où j'en ai fait un logo, Oui, tu l'as etc. J'en ai fait formalisé une quand même. marque. Tu l'as Voilà, formalisé. je l'ai formalisé, mais j'ai toujours fait ça parce que les gens me demandaient, en tant qu'entrepreneur ici, ils me demandaient, mais comment tu fais, etc. Donne-nous des trucs. Et je leur disais, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait avant. Ah ouais, bah oui, parce que c'est ça qui te fait déjà te découvrir toi. Parce que quand tu te connais pas, tu peux pas savoir ce que tu veux vraiment. Okay. Donc, Et tu as un pour se process du connaître, il coup? faut savoir qui tu es. Tu te dis, je vais chercher un truc que j'ai jamais fait. Enfin, tu fais ça depuis Non, longtemps. du coup, j'en ai plein, je suis assez inspiré. J'en Ça ai vient tout seul toujours, ou ouais. tu cherches? Ou juste tu as une liste de trucs et Non, tu je sais que. cherche pas. Non, j'ai pas de liste, je cherche pas. Je sais ce que j'ai envie d'essayer. Là, j'ai eu envie l'année dernière de faire du théâtre. J'ai envie de me lancer tout seul d'un avion. Tu sais, comment on dit, du vol, comment on dit en français, du saut en plein air, du saut. Du parachutisme. Comment Mais dire tu en as déjà français? fait ça? Non, tu Non, parles d'autre chose. pas du parachutisme. La chute libre? Quand tu sautes avec un parachute, voilà, chute libre. La chute libre. Ok. Merci. Ouais. Donc, donc ça, en 2000, je crois que c'était mon Never Did Before, c'était en 2018, c'était sauter tout seul d'un avion. Donc quand tu fais ça, quand tu arrives à prendre les cours, tu prends les cours, hein, à Dubaï, etc. Dans des carlingues, ils faisaient dans le désert, il faisait une chaleur incroyable dans l'avion. Et là, tu es dans l'avion et tu vois à ta gauche un mec qui fait 2 mètres et qui est en train de se pisser dessus de peur. Et tu vois à ta droite des mecs qui font du wingsuit, c'est le wingsuit comme ça, hein. Ouais. Et ils sont entassés l'un sur l'autre, comme du bétail en train de dormir. Et tu as ces deux mondes. Et toi, tu es au milieu comme ça, stressé à regarder ton altimètre. C'est dingue parce que j'ai commencé, je peux finir là, comme ça, là. C'est à côté. Et pendant ce temps, il y a le vent qui rentre dans l'avion, la porte qui est ouverte, la chaleur, la transpiration, le stress, les exercices que tu dois te rappeler pour pouvoir passer ton examen, pour pouvoir arriver à sauter seul, pour être validé et sauter seul. Alors là, ce moment quand tu arrives à sauter seul, l'examen, c'est très important, on l'a perdu depuis l'école, mais ce moment où le prof te dit, c'est bon mec, t'as cartonné, t'as passé le test, c'est le moment où tu te prépares pour ça et que tu réussis, c'est une étape qui est pour de vrai une réussite. C'est vraiment ce que tu peux marquer, il y a une date, il y a un moment, il y a un souvenir, il y a une grande émotion. Il y a un une grande émotion à ce critère moment-là. plus ou moins normalisé, donc tu Voilà. peux te comparer, quoi. Voilà, tu peux dire, waouh, c'est bon, j'ai fait réel. ça et maintenant je peux sauter. Donc, le chemin vers soi-même, c'est le chemin des grandes émotions, des émotions fortes. Il faut faire des expériences à émotions fortes. C'est comme ça que tu apprends à te connaître toi. Et en apprenant à se connaître toi, tu apprends ce que tu veux, tu décides ce que tu as envie, etc. Donc, moi, j'ai plein de choses comme ça que j'ai envie et je vais souvent là où il y a ma chérie qui m'a dit, je t'ai jamais vu un chewing-gum. Je dis, bah ouais, c'est un truc que j'avais jamais fait. Alors, tu l'as fait combien de fois? Pendant un an ou genre... Hier, j'ai acheté une boîte comme ça. J'ai tapé tous les chewing-gums, j'ai essayé de faire une bulle. Et en fait, je crois que ça marchait parce que mes potes, ils en faisaient à l'époque avec des malabars. Et je crois que ça marche pas avec les chewing-gums à la con. Là, je sais plus la marque. Ça marche plus. Mais il faut des. Ça marche plus, hein, c'est ça. Ah, ça Ça marche plus, pas du tout. oublie. Parce que j'ai tout mis Sécurité, à la fin. sécurité.
j'étais Non, comme non, un psychopathe qui voulait se suicider. J'ai tout non, fait. Je lui mangeais le mais bec. t'as donné la clé, Rafi. C'est Malabar, en fait. Me demande pas pourquoi. C'est mal Malabar, à c'est voir. possible. Ouais, non, mais c'est un truc Ouais, de ouf. ouais, Moi, j'ai c'est une ça. question pour toi, Rafi. C'est que, alors, Mm. parce que tu fais partie de ces gens qui arrivent à tenir deux univers en même temps. Ça, ça se voit bien, à chaque fois. Le process que tu as mis en place pour Monsieur Spoon aujourd'hui, tu penses qu'il est répétable dans n'importe quelle activité? Pourquoi je te dis ça? À Montpellier, il y a un type qui s'appelle Christophe Cario. Il a tout un programme de ce que tu évoques. En fait, donc, il a été champion du monde de karaté, whatever, blablabla. Et lui, il a fait un peu le même constat que toi avec les salles de sport. Et il a tout un programme de formation à l'élastique. Mais il dit, il n'y a pas que le Ouais, physique, les loulous. Hein. Il y a le mindset, il y a ouais, l'alimentation, il y a ouais. tout un tas de trucs. Donc, il l'a tourné pareil. Mhm. Ouais, Euh, très bien. mais quand je t'écoute et quand je vois sa chaîne, son Instagram, son YouTube et tout, tu vois, lui, je me dis, mais waouh, man, tu prends ton idée, là, ton bouquin et tout, t'en fais un business fois X, quoi. Et je Mm. t'écoute et je me dis, ouais, c'est ce qu'est en train de faire Rafi, en fait. Christophe Cario, il est déjà mort. C'est au revoir. Mais Ouais, il où tourne bien, Cario, quand même. où tu peux le coacher, tu peux faire un truc pour lui parce que c'est vraiment un Ouais. chouette type, je pense. Donc, est-ce que tu penses que ce mindset, ce process, cette façon de faire avec Monsieur Spoon, en fait, Mm. tu peux le faire dans tous les Mm. business, dans tous les domaines? Ouais, ouais. Si tu penses process logistique, etc., ouais. C'est ça la clé de voûte. D'accord. Ouais. Si tu crées juste un Système. health club comme ça et tu mets des showers n'importe où et tu n'y réfléchis pas et ça devient un truc qui est là et que tu n'as jamais mis en place, t'as jamais mis en place comment l'exécuter ou comment y arriver ou comment ça marchera, bah, tu peux pas le reproduire, c'est logique. Donc il faut faire ce travail-là, ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'on se dit, bah, la place est prise, il y a McDo, il y a Burger King, il y a tout ce qu'il faut, il y a Starbucks. Mm. Et malgré tout, tu vois, tu arrives, c'est un autre endroit, c'est l'Indonésie, c'est Bali. Et tu fais le niveau d'une boulangerie, disons, top 30% en France. Mm. Et du coup, il y a personne là. Alors aussi, Voilà. maintenant, il y a Kaiser qui essaye de faire ça en France, et pas que, et en Europe. Bah, Au-delà. ouais, Eric Kaiser et Gontran Charrier sont les deux, comme tu disais, tu parlais des boulangers tout à l'heure. C'est les deux qui ont compris on pouvait faire beaucoup plus. Donc, Gontran Charrier, il a 50 boulangeries dans le monde et Kaiser, vous savez, il en a énormément. Et donc, oui, tu peux faire ça. Et moi, je l'ai fait là à Bali parce que je suis protégé par Bali. Bali, c'est une île, c'est loin, c'est très loin de la France. Donc, il fallait vraiment venir ici et faire un travail spécifique. Donc, Le j'ai beurre eu fond cette plus chance que vite. le beurre fond plus vite, etc. Mais c'est surtout cette ultra-libération, évidemment, qui fait qu'en France, on a beaucoup d'industriels qui rentrent et qui tuent les artisans. Et ben, cette ultra-libération, elle n'a pas encore touché Bali, parce que Bali, c'est un pays qui se protège, il limite les importations. Donc, tu es obligé de produire, d'amener l'intelligentsia localement, les recettes, les connaissances, etc., et transmettre aux locaux. Et c'est que comme ça que j'ai pu avoir ce créneau dans lequel ma petite boulangerie artisanale a pu encore exister à l'époque de cette ultra-libéralisation mondiale. Il y a un point, moi je sais pas, pardon hein, Philippe, je vais créer le chaos dans tes vidéos comme d'hab, même si tu nous avais donné un script. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir parce que tu vois, tu disais, et ça c'est quelque chose que avec lequel je vis pas très très bien, c'est ce que tu dis, c'est que quelque part tu dis, ok, là par exemple, je veux faire de la chute libre, ok, il y a un processus, il y a des cours, machin, et il y a un examen de passage. Il y a vraiment Mm. ce before-after. Mm. Et dans Mm. l'entrepreneuriat, à quel moment Mm. tu vois, il n'y a pas ce point de passage. C'est un espèce de flux Mm. continu. Et des fois, tu sais Mm. jamais te dire dans quel Mm. camp tu es finalement. Mm. Mm. Tu as fait 1 million d'euros, tu as un machin qui te dit ah non, mais c'est Mm. à 10, tu as fait 10. L'autre mec dit bah, laisse Mm. tomber, tu n'es pas une licorne. Si tu ne fais pas 1 milliard, Mm. tu n'es personne. Tu sais Mm. jamais à quel moment Mm. tu te situes. Et ça, je trouve que Mm. mentalement, pour moi en tout cas, c'est compliqué de Mm. me dire mais alors, ça y est, je suis entre guillemets, hein, mais je suis entrepreneur ou je suis pas Mm. entrepreneur? Parce qu'il n'y a pas Mm. Mm. d'école de l'entrepreneuriat, il n'y a pas le diplôme de Mm. tu es Bien un sûr, entrepreneur. Euh, bien sûr. et ça C'est c'est comme un un peu être sujet. parent. Y a pas, pour moi, tu nais géniteur. Quand ton enfant naît, tu es géniteur. Et quand est-ce que tu déclares qu'être parent? Je pense que c'est quand ton fils te dit, tu as été un bon père. Mais je pense en effet, il y a ce flou permanent. Donc, à un moment, il faut faire comme Kubrick, il faut stop worrying about the bomb. Donc, donc Dr. Strangelove, il faut arrêter de penser que ça peut péter. Voilà.
Mais tu as raison, c'est flou. C'est hyper dur d'évoluer dans un environnement comme ça. C'est pour ça que je ne conseille pas l'entrepreneuriat. Il faut avoir une personnalité qui peut encaisser ce flou général, là, etc. Ouais, c'est un très bon point. Ouais. Ouais, donc ça marche pour des compétences au sens le plus propre du terme. Mais après, ouais, l'entrepreneuriat, tu as quelques milestones, tu as des ordres de grandeur et puis tu as des types peut-être d'activités. Moi, par exemple, j'ai quelques milestones en tête qui est si je peux ne plus faire d'opération, par exemple, bah, c'est que j'ai monté un truc qui tourne. Si le business est vendable à un niveau pas trop ridicule, ouais, on est encore dans le flou, mais le fait que ce soit vendable, bah, ça veut dire qu'en effet, c'est un vrai business, c'est-à-dire qu'il y a du capital qui a été créé, il y a quelque chose qui fonctionne sans la personne. Comme le dit José Lito, oui, mais c'est vendable par rapport à. Il faut que. Ça veut dire c'est encore flou parce que Voilà, c'est tu as un vendable, ça veut premier dire seuil, que. et puis après, bien sûr, Voilà. tu as des ordres de grandeur, etc. Mais disons Mais déjà vendable, c'est peut-être le premier milestone de dire voilà, ça fonctionne sans la personne qui l'a couché. Et puis après, bah ouais, ça va être des ordres de grandeur, de scale, de valeur créée, tout Mais simplement. encore une fois, tout ça, c'est pas un concours, c'est pas un truc figé. Non, c'est C'est beaucoup moins carré qu'un avec brevet de l'expérience, voilà, qui parachutisme. te dit bon, je vais dire que ça veut dire que je suis allé à niveau 1, puis le niveau 2, je vais dire que c'est ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de. Après, si tu fais C'est un flou général. les arts martiaux, c'est pas comme le parachutisme, donc Voilà, t'as pas le. t'as beau Les avoir arts les martiaux. ceintures, Voilà. tu vas toucher 2 troisième dan ou 2 quatrième dan, mettons un niveau qui commence tu commences à sentir des trucs, tu vas pas du tout avoir la même qualité de toucher, d'interaction physique avec 2 quatrième dan. Les deux auront leur grade, avec le même jury peut-être, dans des critères donnés, mais ils n'ont pas du tout la même qualité de mouvement et d'action avec toi. Donc voilà, l'examen, comme tu dis, ça montre quelque chose, mais ça ne montre qu'une partie. On rentre dans Enfin, moi, ESO, tu sais, exotérique, ce genre de trucs. ce qui me fascine, hein, parce que je travaille depuis quelques années avec Philippe, donc je vois bien un Philippe Larcher qui est très process, qui met la machine, etc., etc., etc. Et de l'autre côté, je suis impliqué dans une ONG, donc tu dis bah, combien tu veux aider de gamins, bah, le maximum en fait. Donc tu vois, c'est plutôt la cathédrale dans le sens où je me dis bah ça, je m'en fous en fait. Je vais mourir et le truc il va continuer. Donc c'est quand tu parlais de ton artisan qui fait son truc tous les jours et tous les jours, qui fabrique sa porte. Pour ma part, j'ai une activité, c'est ma porte, et je m'en fous de savoir si c'est 6 mois, 1 an. Et oui, il y a des bons jours, il y a des mauvais jours, je m'en fous. Et puis de l'autre côté, je bosse avec Philippe, qui dit ouais, il faut bâtir des process, etc. Et souvent, je dis à Philippe, mais mon sujet, c'est de dire putain, mais t'es pas sûr qu'on est en train de faire juste tout ça pour rien? Et c'est, tu vois, c'est délicat. Et je te sens, je te connais pas, mais je te sens très en paix en fait avec l'incertitude, avec le flou. Alors aujourd'hui, c'est magique, hein, tu as une compétence extraordinaire, c'est d'être capable d'être en paix avec ce flou permanent. Et tu l'as évoqué un peu tout à l'heure, se dire, ok, c'est comme ça. Donc là, je vais me speeder, là, je vais faire une chanson, je vais faire un sketch parce que c'est drôle. Là, je vais tester autre chose. Et ça, finalement, à t'écouter, voilà, c'est le temps. C'est donne du temps au temps et ça va se faire. On est grillé, il n'y a pas de process. On ne peut pas hacker ce truc-là. Il faut avoir une élasticité mentale. C'est ça. Le mot temps était bien placé pour la transition finale. Rafi, de quoi sera fait le futur? Le futur en quoi? Oula, on vit une période de corona, tu veux du positif, tu veux de la Non, santé un futur plus long que ça. Non, mais tu as ton petit framework pour, entre guillemets, prédire l'évolution de la société. Pas vraiment prédire, mais ton petit framework temps et attention. Il y a le film Idiocratie qui a fait le boulot. Hein. Je n'ai pas besoin de prédire quoi que ce soit. C'est quoi cette histoire de temps, attention? Vas-y, raconte. Temps, attention. J'ai entendu dans un podcast une fois en plus, Rafi me dit j'entends personne en parler, et j'étais un truc, j'entends un mec qui fait le temps et l'attention. Vas-y, go. Ouais, tu m'avais dit, ouais. Non, ce dont je me suis rendu compte, c'est que lorsque j'ai fait ma première interview, on m'a dit alors, est-ce que vous avez cuisiné, est-ce que vous faisiez des gâteaux avec votre maman, etc. Et j'ai dit, ben non, je faisais pas ça. Et je me suis rendu compte que c'était dérangeant. Alors ils m'ont dit, non, mais dites ça quand même. C'est pas vrai. J'ai pas fait ça. Mais il dit, oui, mais c'est quoi, alors pourquoi vous avez fait ça? J'ai dit, pour moi, j'ai développé ma passion là, à 28 ans. C'était pas avant, je n'étais pas passionné de gâteaux. Je l'ai développé la passion comme une graine. Et cette graine, quand on la plante et qu'on lui donne de l'attention, eh ben, ça pousse.
Donc, le temps et l'attention, c'est l'eau et la terre. Il faut donner du temps et de l'attention. Et on ne fait que ça, on ne fait ça que quand on aime vraiment. Donc, c'est très simple. C'est développer une passion. C'est pas est-ce que je l'ai pas hérité ou est-ce que je l'ai développé petit et j'ai de la chance. Et là, aujourd'hui, j'en ai pas et je suis bloqué. C'est pas ça. Développer une passion, c'est aimer vraiment quelque chose. C'est tout. Et dès que tu l'aimes vraiment, ben, tu lui donnes du temps et de l'attention, les deux. Parce que l'un sans l'autre, ça marche pas. Si tu donnes aucune attention à ce que tu fais ou si tu donnes aucun temps à ce que tu fais, ça marche pas. Mais les deux, ça donne une bonne base pour que déjà, bah, si tu donnes du temps à l'attention, tu travailles beaucoup dessus et tu es focus dessus. Ben, les Japonais le disent, un maître, c'est 50 000 heures. Donc un maître sushi, un maître, eux ils disent un maître en général, 50 000 heures de travail. Donc il faut les passer, ces 50 000. Les Et tu les passes Américains pas étaient si tu restés t'en à fous de ce 10 que 000, tu les fais. Japonais, c'est toujours plus. Ouais, les Japonais. J'ai lu 50 000 sur les Japonais. Et, Ouais, euh, c'est ça. et il Giro, faut ouais, donner du temps à l'attention à quelque chose qu'on aime. Donc il faut définir alors, ce qu'on aime. C'est ça le plus important. on revient à ton process de recrutement PlayStation. Tu as trouvé les gens qui mettaient de l'attention dans ce qu'ils faisaient. Exactement. Exactement. J'ai sélectionné des gens qui mettaient du temps et de l'attention. Ils jouaient 15 heures par jour et focus de malade. Il y en avait, je vous jure, il y en avait, ils ne savaient même pas le jeu qu'ils jouaient en ce moment. Ils étaient ou crevés, ou ils ne regardent pas trop, ou ils switchent de jeu là, toutes les 10 minutes parce que ça ne leur plaît pas, ils n'aiment pas, machin. Et moi, je voulais juste ceux qui étaient focus sur ce qu'ils faisaient Qui avaient et qui l'attention. le faisaient Et beaucoup. pour le temps, tu leur laisses. Et du coup, c'est pour ça que je te demandais de prédire le futur. C'est on va vers l'automatisation, comme tu nous l'as Mhm. prouvé. Mhm. Euh, toutes les Amazon l'a bien tâches fait aussi. toutes les tâches qui ne demandent pas d'attention. Bah, Amazon, c'est la boîte la plus valorisée au monde, je crois, aujourd'hui. Et pour une bonne raison, c'est que bon. Et du coup, plus ce sera automatisé, tout ce qui est clérical, comme vous disait tout à l'heure. C'est un mot anglais, je ne crois pas qu'en français ça veut dire la même chose. On croit que je parle de religion là, mais le Ouais. travail de clerc, le travail Mhm. de bean counter, Mhm. ce travail-là est amené à être automatisé. Énormément de travaux sont amenés à être automatisés. Et donc, je ne sais pas si tu as évolué là-dessus, mais il y a quelques années, je t'entendais expliquer. On ne t'entend plus, Philippe. Plus du tout. Ça a coupé. Alors, il y a quelques années, tu m'entendais? Oui, oui, un petit peu exprimer une aspiration pour le futur qui est plus on va automatiser tout ça, plus la monnaie sera il y a trois currencies, il y a l'énergie que tu appelles attention, on peut en parler, mais le temps et l'argent. Et donc plus l'argent va devenir un petit peu extra abondant du fait de l'automatisation, moins il aura d'importance et du coup il restera que les deux autres, c'est-à-dire le temps et l'énergie ou l'attention, comme toi tu le vois. Et du coup, ouais, Mhm. c'était intéressant la façon dont tu décrivais, peut-être anticiper certaines interactions. C'est long. Fait que grâce au partage de l'information, tout le monde a la connaissance, grâce à travers la chute des frontières qui protègent des zones géographiques, des zones économiques, on Mhm. arrive à une mondialisation qui fait qu'un jour, quand les gros puissants arrivent à Bali, jusqu'à cette petite île comme ça qui était encore protégée, eh ben, ils vont me dégager. D'où l'intérêt de grossir, c'est-à-dire d'être acheté par un groupe qui lui aussi va, ses moyens, va monter Monsieur Spoon, donc le boulanger à un autre niveau, avant peut-être de se faire racheter aussi Starbucks et de finir en un, quoi. Une boîte qui La possède mort tout. thermique de l'univers. La mort thermique de l'univers. La convergence vers le 1, je l'appelle, moi. Mais dans le même temps, ces mouvements-là créent aussi beaucoup d'abondance. Et on voit que revient avec une autre vague. Enfin, je sais pas, là tout de suite, mon micro est posé sur des boîtes de café de spécialité. Donc, par exemple, les hipsters essayent de faire ça. On retrouve des vagues derrière de retour, de reconstruction de quelque chose de plus spécifique. Et peut-être justement, on commence à se fiche un peu plus du coût et plus se focus sur ouais, toutes les qualités de l'expérience humaine qu'on en retire. Et je pense pas qu'on va aller vers la mort thermique de l'économie. Et comme tu dis, la Non, connaissance aussi se diffuse. Donc, plus tout le monde peut tout faire, euh, plus chacun peut faire ce qu'il devrait vraiment faire pour hmm, coller à qui il est et à sa singularité, quoi. on écoute.
J'attends que ça revienne. Voilà. Pour moi, ce qui façonne le monde, c'est l'énergie qu'on a. Donc, moins on a d'énergie, plus on cherche de l'assistance. L'assistance, c'est quoi? C'est de l'outsourcing d'énergie. Donc, au lieu de le faire moi, de marcher, au lieu de courir et de traverser les continents en bateau, j'ai eu l'avion. J'ai outsourcé. Donc, ma quantité d'énergie, qui est le travail, elle est convertie en argent. Avec cet argent, je voyage, j'ai outsourcé tout ça. Et donc, la société, son but, c'est de nous assister, de nous faire économiser de l'énergie. Par contre, on n'est pas obligé de rester à ce niveau d'énergie. On peut, nous, avoir plus d'énergie. On peut, nous, avoir des recettes toutes prêtes, utiliser du micro-ondes, donc c'est encore de l'outsourcing. On a utilisé une recette déjà prête, etc. Mais on peut ne pas oublier la recette pour autant. On peut faire le travail d'apprendre quand même la recette pour garder la connaissance. Et ça demande un travail. Ça demande de l'énergie. Cette énergie-là, il faut la puiser en faisant des choses inspirantes, en faisant des choses que tu n'as jamais faites, des choses qui te font renaître, en écoutant des gens inspirants. Par exemple, aujourd'hui, on a Philippe et José Lito. C'est toi l'invité, hein, donc c'est toi qui inspire. C'est vrai que c'est moi l'invité. Mais donc, à travers les choses inspirantes, à travers voir des leaders, des TED Talks, etc., des super des YouTube channels, des fantastiques vidéos, des fantastiques bouquins, etc., pourquoi pas des on est textes anciens excité. aussi. Des textes anciens, des poèmes. On est excité. Cette excitation, elle nous permet d'avoir plus d'énergie. Et avec cette énergie, tu peux aller monter une boulangerie, mais tu peux aller faire plein de choses. Et il faut que tout le monde ait cette résistance à se faire assister ou utilise l'assistance. Moi, je l'utilise, j'ai un scooter et tout. Mais de l'autre côté, j'oublie pas de faire du vélo. Ce matin, j'ai fait 4 heures de vélo. On est monté 1500 mètres, etc. J'oublie pas parce que je veux pas perdre la compétence. Je veux pas perdre la compétence de pouvoir, si l'assistance se débranche, de pouvoir marcher, parler, apprendre. Donc, c'est une pratique délibérée de l'énergie. Ouais. Bah oui, un de mes Never Did Before, c'est Ironman. Quand tu fais un Ironman, c'est un travail, une préparation qui fait que tu montes tes niveaux d'énergie. Ensuite, moi, je vois des copines qui font le vélo, elles font du 10 km/h pendant 1 heure, elles sont fatiguées. Bon, moi, je roule à 45 à l'heure, ça n'a rien à voir. Donc, c'est une énergie qui est différente. C'est une quantité d'énergie. Il faut la puiser, cette énergie. Il faut que vous soyez excité par les choses que vous voyez. Il faut que vous soyez inspiré par les gens que vous suivez. Il faut que vous viviez une vie complète, riche en énergie. Il n'y a qu'à. Il n'y a qu'à. Tu voulais virer sur autre chose ou on conclut Non, là-dessus? c'est top. Je crois, enfin ouais, c'est ce que je disais. Je pense qu'il y a un mouvement général aussi. Je pense pas que la globalisation qui te fait un peu peur va empêcher ça. Et je pense qu'on va retrouver des nouvelles couches, des nouvelles vagues de cette approche. Ouais, j'aimerais bien qu'on mette des lois un peu pour que cette mondialisation aille moins vite, pour que ce qu'a fait l'Indonésie a interdit les importations, il n'y a plus de vin, plus rien qui vient. Mais du coup, il y a la connaissance qui vient, on importe les raisins et on fait du vin ici avec la terre qu'il y a là, avec les ressources qu'il y a là. Et du coup, on crée il faut protéger un peu, parce que si tu ne protèges pas et que tu dis McDo, vous pouvez aller où vous voulez, bah, après, va monter une chaîne de burgers. Starbucks marche pas en Italie. Il y en a quelques-uns des comme ça, mais ok. Bah, Exactement. Il celui-là faut pour avoir de le. l'énergie. Il faut résister. Je suis d'accord avec toi. Je garde Tu celui-là pour citais les l'épisode hipsters. politique. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais ouais, ça m'intéresse parce que moi, tu sais que je suis plus pour l'ouverture, mais je comprends aussi la crainte. Et c'est vrai que de fait, aussi il y a des résultats qui posent problème, quoi. José Lito, une remarque de conclusion? C'est gentil. Ça se tient bien. Ouais, c'était cool. Ça m'a permis d'avoir un peu les détails qui me sont restés en tête quelques années, qui m'ont inspiré aussi dans ce qu'on fait aujourd'hui. Ah, super. Et puis, bah, si tu veux nous partager, comment il s'appelle, ton, j'ai oublié le nom. Fit and Smart? Le Fit and dernier? Smart. Ça Voilà. s'appelle fitsmart.club. Oui, c'est déjà en ligne, donc tu peux. Je t'envoie, pas de souci. Allez, on le met en commentaire, enfin on le met sous la vidéo et puis bah, essayez Super. Fit Smart Club. Et si vous allez à Bali, mangez des brioches chez Monsieur Spoon. Merci. José Lito et Philippe, merci de m'avoir donné cette chance de parler un petit peu et de vous rencontrer. C'était cool. Allez, c'est cool.